فسرت بأنها كولونيالية، بمعنى أنها أنجزت يعني بأمر من الإدارة الفرنسية أو لحاجة تحتاجها الإدارة الفرنسية، يعني أنجزت بأمر. قالت pourquoi elle est coloniale parce qu'elle est missionnée et demandée par une certaine administration qui avait besoin d'avoir des précisions, des informations sur la société marocaine. ورأينا أن دراستها هي كانت بمثابة دراسة مونوغرافية داخل المونوغرافية نفسها. فتعرفنا على ما هو الدور الذي كان يقوم به المراقبون المدنيون في فترة الحماية، c'est-à-dire le rôle des contrôleurs civils. Vous avez aussi parlé de leur fonction et de leur formation. Et ce travail-là important qui a été fait, il a été publié dans la collection qui est d'ailleurs très connue et que tous les historiens connaissent, c'est la collection Vie et Tribus du Maroc. Vous avez aussi donné la différence entre le protectorat et la colonisation. Pourquoi on est venu à une administration directe؟ لماذا وصلنا إلى إدارة مباشرة بينما احنا كنا في نظام حماية؟ ثم تحدث لنا كذلك عن طريقة الكتابة، la façon d'écrire une monographie qui est une façon on peut dire presque administrative، طريقة إدارية. لماذا؟ لأنها هي تريد فقط أن توضح لنا، أن تمسح، أن تقوم بمسح لمنطقة معينة. فعرفنا من خلال الكتاب أغمض موضوعنا، عرفنا عددا من المعطيات المتعلقة بالمنطقة، تاريخ، اقتصاد، إثنوغرافيا، الناحية الاجتماعية، الناحية ديال السكان. وهناك دقة اسمها لا بريسيزيون دو ترافاي. هناك دقة في هذه المعلومات التي قد تحتاجها الآن الباحث الآن قد يرجع إليها ليرى هل كانت هناك تقدم في مجال معين أو كان هناك تقدم. Je dis qu'on peut utiliser ce savoir-là actuellement pour connaître est-ce qu'il y a au niveau de la région Al-Boutfala une régression ou une évolution dans certains points. Est-ce que j'ai bien compris? Tout à fait. Tout à fait. Merci à vous. ونقول إلى المدير. Cette monographie est le rapport que demande le service commandé de l'État au contrôleur civil, écrit en 1900, entre 1924 et 1930. Chaque partie de 7 chapitres est composée comme suit. Un en-tête de rapport qui fait figurer le titre, objet du rapport, en l'occurrence la région de Zabda, l'introduction précise le sujet et développe le but du rapport. Le développement s'expose ainsi, les faits et les problèmes constatés. Il analyse les données, donne son avis sur la situation, préconise des solutions. En conclusion, le rédacteur du rapport, Armand Antonin, explique les conséquences de certains constats et quelle serait la solution si elle était retenue afin d'envisager l'avenir en la faveur de la France, de la pacification et d'une colonisation durable. La monographie comporte 7 points, la région au point de vue géographique, la région au point de vue historique, l'organisation politique des Abda après l'établissement du protectorat, les considérations ethnographiques et sociales sur la population des Abda, la région du point de vue économique, l'équipement économique de la région, les perspectives d'avenir. L'écrit rentre dans le contexte où le colon domine, lorsque le rédacteur utilise le pronom possessif non, nous, notre ou des pronoms personnels on et nous, induit ces effets, on s'en est occupé trop tard, montre très clairement le but et les enjeux des prises de décision quant à la colonisation dont le bénéficiaire recherche l'intérêt, le capital et le financier. Le patrimoine rural des Abous se compose en effet de quelques parcelles de faible superficie, trop éloignées les unes des autres pour présenter quelque intérêt pour la colonisation.
Le juif tend quant à lui à être assimilé ou offre des possibilités d'assimilation et de collaborateur dans la textualité par son adhésion au projet de l'européen dans le négoce et le commerce, le rendant possible au travers de la médiation. Petit blocage. Le berbère a perdu la mémoire et sa véritable identité. Sa faiblesse est une alliée. D'autre part, on observe la volonté de l'auteur de faire naître et de prouver l'identité et l'erreur des berbères qui se trompent de culture, de religion et d'histoire. Ils ne sont pas ici la souche dont ils croient être les rameaux, ils ont oublié leur histoire. C'est ainsi qu'Armand Antonin s'efforce de convaincre l'habitant de Safi qu'il est berbère, qu'il n'est pas musulman par l'étymologie de son nom et son manque de ferveur religieuse. Il fait donc une opposition stratégique entre berbères doux, pouvant supporter un joug, et arabes sanguinaires, qui entraînent des dichotomies et des disjonctions entre présent, passé, futur, laissant la place libre aux vainqueurs de la pacification et au but impossible, les uns n'étant pas assez intelligents et les autres détruits par leur propre violence. Le sol et les productions restent à posséder. Voici la répartition du commandement dans les Abdas de 1930. On voit bien que ici, la monographie n'est pas seulement un texte, une analyse, un commentaire, mais elle présente aussi des cartes, des schémas et des tableaux qui nous disent le moment, ici c'est janvier 1930. C'est à la fois sur un sol pacifié, servira peut-être à construire des chantiers afin de gagner le peuple marocain à sa cause. Un chantier vaut un bataillon, vaut un général doté. Elle a été complétée par une politique de travaux publics. Donc je vous montre ici quelques cartes qui sont dans la monographie. Vous avez ici les cartes indiquant la répartition des commandements en 1914 et ici 1921. Une situation stratégique. Le premier chapitre rend compte de la situation géographique de la région des Abdas. Il s'agit d'un travail d'investigation sur le territoire. Ses limites, qui selon l'auteur, sont plus politiques que géographiques. Il détaille une superficie de 36 000 hectares à l'origine boisée d'arganiers et de forbiacées, producteurs de latex, de genêt blanc, et qui par déprédation se retrouvent imberbes de végétation, qui abritait de nombreuses espèces sauvages et fauves par dépôt. Il y déclare pour l'année 1926 36 914 habitants. La déprédation montre le peu d'intelligence de l'indigène. Les limites du territoire ne sont pas vraiment claires, manifestement modifiables selon les ententes politiques. 3 invasions océanes. La Terre est un manteau fertile dans les Abdas sur un soubassement hercynien. Alors, la zone divisée en 3 parties, une littorale très fertile appelée Sahel, une sublittorale appelée Terre à blé ou zone des tirs, et une zone montagneuse qui s'appelle les Mouisées. D'autre part, la région des Abdas contient 2 nappes aquifères, dont l'une est non statique, qui part de Darsi Aïssa vers la mer, tandis que l'autre est statique, de Sidi Ben Nour jusqu'à Souk Bouchan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand l'eau est statique? Quand l'eau est statique, ça veut dire on peut l'épuiser. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand elle est non statique? Ça veut dire qu'on peut pomper l'eau et qu'elle est renouvelable. Donc c'est l'intérêt d'avoir la connaissance de 2 nappes d'eau. Ces nappes d'eau, elles veulent dire quoi dans la monographie? Tout simplement que ce sont les exploitations possibles du sol. Le grès, lui, pourra servir au fondement des ports, tandis que les phosphates et le gypse seront à l'exportation. C'est pour ça, la vraie raison de cette étude, c'est pour savoir la richesse du sol et le rendement possible, bien entendu. Le climat est placé sous une latitude défavorable quant à la sécheresse, mais le passage du courant des Canaries amène un rafraîchissement et une houle marine qui dépose une abondante rosée et une humidité non négligeable. Le courant marin des îles Canaries
fait partie de l'ensemble des courants du nord de l'océan Atlantique. Ce grand système fait remonter les poissons et bien entendu fait remonter tout ce qui est les sardines et donc la possibilité de pêcher les sardines et de faire du port de Safi un port sardinier international. L'histoire. 3 tribus ici dans la région des Abdas. Les Béatras, les Rébias et les Ameurs. Les Abdas seraient une branche de la tribu des Doukala qui se serait dégagée pour former une ethnie distincte. Les tribus de la région sont les Béatras, Rébias et les Ameurs. Alors bien entendu, je passerai tout ce qui est sur la ville de Safi parce qu'on me dit qu'il faut que j'aille un petit peu plus vite. Mais Safi, l'auteur l'a décrit comme une beauté. Et je pense qu'elle est dans le cœur de tout le monde, toujours comme une beauté. C'est une ville magnifique. Hein? C'est quand même une belle chose. Elle s'inscrit dans un paysage haut en couleurs et en légende. Alors bien sûr, on n'a pas beaucoup de sites historiques, de vraies preuves sur l'histoire de Safi. On a fait beaucoup d'hypothèses, les Phéniciens, les Carthaginois, les Libyens, mais ce qu'il reste, c'est que c'est une ville cosmopolite, c'est-à-dire qu'il y a une immense culture, et c'est une ville qui est extrêmement riche, c'est ainsi que l'auteur l'a décrit. Et c'est à partir du XVIIe siècle que Safi devient une ville vraiment où le port enrichit par ses importations et par ses exportations. Safi était devenu un port où les navires chrétiens abordaient journellement et le commerce des Hollandais était favorisé par la famille Palach, une famille juive, qui avait affermé les douanes jusqu'à la fin de la dynastie saadienne. C'est en 1772 que le port est interdit aux Européens pour le préserver des commerçants juifs, mais les commerçants s'y maintinrent. Les axes de communication. Donc, le protectorat a laissé un potentiel important en infrastructures touristiques, réseaux routiers, ports, aéroports et réseaux ferroviaires. Cette infrastructure était destinée au début à favoriser la colonisation du pays, aussi bien pour mieux le contrôler militairement que pour permettre le pillage des ressources naturelles. Après avoir servi à la pacification du Maroc, cette infrastructure a permis par la suite le développement d'un tourisme international. Voici la fameuse carte dont on a parlé sur les cartes des routes périphériques des Abdas. Donc elle est quand même magnifique parce qu'à l'époque, tous les contrôleurs civils savaient faire ce genre de carte. Un programme de construction routière sagement élaboré, ça veut dire que tout était calculé. Par exemple, les colons, eux, étaient reliés avec des axes empierrés pour être sauvegardés, protégés ou pour pouvoir faire le commerce. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Vous avez ici dans la rue de Ribat, vous avez une famille de colons, je ne sais pas si on sur l'écran, au centre. Donc vous voyez déjà la différence, ils sont là, ils posent au milieu de la rue et ils sont vraiment très très différents par rapport aux habitants. Donc ça, ce sont les premiers colons arrivés à Safi. Vous avez la carte routière des pistes. Les voies maritimes, bien entendu, le port de Safi. Parce que le port de Safi se situe sur les importations et les exportations. Il y a une étude aussi dans cette œuvre sur l'hydraulique. Alors on a vu, bien entendu, qu'il y avait 2 nappes aquifères, une statique, une non statique, mais quand même la pauvreté en eau de la région est importante. Donc il faut utiliser les eaux de ruissellement. Donc il y a même une carte sur les eaux de ruissellement.
Dans le cadre des grands travaux qui ont été entrepris ici, il y a ce qu'on appelle la petite hydraulique. La petite hydraulique reliée, bien entendu, c'était des citernes qui étaient enterrées dans le sol et elles étaient avec des aéromoteurs pour pouvoir faire sortir l'eau. Et cette petite hydraulique récupérait aussi de l'eau dans des grandes citernes et la rediffusait. Alors, les conséquences, bien sûr, c'est qu'une politique de petite hydraulique qui a été mise en place, les puits, les aéromoteurs, mais ce n'est pas suffisant. Donc, ils ont pensé à mettre aussi des gouttes à gouttes, avec l'eau de récupération. Les trois principes de M. Armand Antonin, c'était ne pas gaspiller les eaux de pluie, stocker et rationaliser les eaux de ruissellement, utiliser le goutte à goutte et créer des barrages. Lorsqu'on regarde bien entendu le plan des routes, on voit que le plan de l'eau actuellement financé par la Banque mondiale suit le plan des routes qui ont été faits par Richard Armand Antonin. Voici quel impact sur l'actualité demain. Eh bien, c'est un partenariat justement avec la Banque mondiale. Et ce partenariat reprend bien entendu les connaissances de cette monographie sur le point historique des cartes et sur le point des études précédentes. L'ethnographie, bien sûr à Safi, on avait des juifs, des arabes, des berbères, parce que Safi a accepté de tout temps toutes les personnes étrangères. Une ville cosmopolite. Alors comment voit M. Richard Armand Antonin? Il voit l'Abdi est de souche berbère judaïsante. Il tente à prouver l'étymologie des noms de famille, mais une autre explication est évoquée par Eugène Houbin. Les Abdas constituent une tribu puissante, forte, d'environ 35 000 feux de race purement arabe. Donc on voit bien qu'il y a une opposition entre ce que pense M. Richard